Merci de rester fidèle à votre édition, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Installez-vous confortablement, les titres, les voici. Le bilan est positif pour l'Office togolais des recettes en ce qui concerne le premier trimestre de l'année en cours. L'Institut a annoncé une augmentation de 19% des fonds collectés comparativement à la même période de l'année dernière. Puis le gouvernement togolais et le secteur privé travaillent à renforcer leur partenariat. De nouvelles perspectives sont en vue. C'est là l'une des conclusions issues d'une réunion ayant réuni des acteurs des deux entités. Les précisions à suivre. À l'international, les initiatives se multiplient pour aboutir à une résolution de la crise actuelle au Niger, alors que certains penchent pour une intervention militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel. L'Union européenne vote pour un recours à la médiation. Les explications tout à l'heure. Autre actualité, 45 ans de prison, c'est là le verdict rendu ce mardi par un tribunal fédéral américain à New York pour trafic de drogue à l'encontre du narcotrafiquant le plus recherché de Colombie, Dairo Antonio Yusuka. C'est tout pour les grandes lignes de ce soir. Mesdames et messieurs, restez avec nous, nous décortiquons tout de suite. À l'entame de cette édition, nous parlons sécurité maritime. La ratification de la charte de Lomé est-elle au point mort chez les 52 pays africains? En tout cas, la question vaut tout son pesant d'or puisqu'il y a de cela 7 ans que la charte avait été signée. Aujourd'hui, seulement 2 pays l'ont ratifié. Le point de Kofi Kligi. Cette charte, désormais validée par le... Reconnaissant qu'aucun pays ne peut à lui seul prévenir les menaces maritimes ou développer durablement son domaine maritime, les pays africains s'étaient donné rendez-vous à Lomé pour un sommet sur la sécurité et la sûreté maritime en octobre 2016. Le 15 octobre 2016, exactement, une charte a été adoptée et signée. Au départ, 30 pays présents avaient signé la charte. 5 autres pays les rejoindront un peu plus tard. Cependant, la ratification de cette charte ne connaît pas d'évolution. Voilà bientôt 7 ans. À ce jour, seulement 2 pays ont ratifié la charte de Lomé. Il s'agit bien évidemment du Togo, pays hôte du sommet, et de son voisin immédiat de l'Est, le Bénin. Pour certains pays, ce qui bloque tout, c'est le retard de l'Union africaine à adopter des textes additifs exigés par les États avant la ratification de la charte. La sécurité et la sûreté maritime est une brèche dans le désert. Tout porte à le croire, même si au jour de son adoption, la charte a été qualifiée d'une décision sage et consensuelle, mais surtout courageuse, puisque le but final de cette charte est d'arriver à avoir un cadre juridique de coopération et d'harmonisation des actions pour réprimer les actes de piraterie, les trafics illicites de tout genre par voie maritime et la pollution des eaux. Par ailleurs, sur les 54 pays africains, 38 sont côtiers et plus de 90% des importations et exportations africaines transitent par la mer. 219,8 milliards de francs CFA, c'est là le montant collecté par l'Office togolais des recettes au cours du premier trimestre de l'année 2023. Comparé à l'année dernière, les chiffres révèlent une augmentation de 19%. Les détails de Nadège Arlija. Le compte rendu sur les recettes fiscales est officiellement connu. D'après ce dernier, l'Office togolais des recettes a collecté durant le premier trimestre 2023 219,8 milliards de francs CFA. Concrètement, ces recettes font allusion aux impôts dont les contributions sont estimées à 41 milliards de francs CFA. Les transactions internationales accompagnées des droits et taxes sur le commerce extérieur en font également partie avec une contribution de 55,2 milliards de francs CFA. Enfin, les perceptions pour désigner les impôts et taxes intérieures sont également prises en compte avec 117,6 milliards rapportés. Le rapprochement entre les chiffres de cette année et de celles précédentes montre une augmentation des recettes fiscales de 19%. Les spécialistes du domaine font savoir que les importations en valeur de 15,4% comparé à 2022, l'augmentation du chiffre d'affaires taxable à la TVA de 14,1% et la réorganisation spatiale des services des impôts sont entre autres les éléments qui ont concouru à l'augmentation de ces recettes fiscales. Sachons que l'objectif annuel
est de pouvoir atteindre 912 milliards de francs CFA contre 860 milliards en 2022. Le taux de réalisation de ces recettes trimestrielles disponibles est de 24,11%. Le comité technique de concertation État-secteur privé a tenu sa deuxième réunion de l'année. À l'issue, l'on retient une progression encourageante pour l'activité économique, mais également plusieurs perspectives visant à renforcer le partenariat étaient à l'ordre du jour. Le point de Promise Bomembe commenté par Félicité Chaplin. Selon les conclusions de la deuxième réunion de l'année du comité technique de concertation État-secteur privé, l'activité économique a connu une évolution satisfaisante comparée au premier trimestre 2022. Entre autres, le trafic total de passagers à l'aéroport international de Lomé a progressé de 35,7% et des performances satisfaisantes ont été notées pour le port autonome de Lomé. Plusieurs initiatives se mettent en place en vue de soutenir le secteur privé face aux incertitudes mondiales. Le pays veut instaurer un cadre de veille sur les importations frauduleuses afin d'intensifier la lutte contre le fléau de la concurrence déloyale et de promouvoir les facteurs de compétitivité des entreprises. Il est également prévu pour les prochains jours le lancement de la première édition de l'enquête de satisfaction du secteur privé. Cette dernière permettra d'obtenir des recours d'expérience sur les réformes engagées en vue d'améliorer continuellement la qualité des services publics. Autre annonce, la toute première journée nationale du partenariat public-privé prévue pour le mois de septembre. Elle réunira les acteurs du secteur public et privé en vue de renforcer le dialogue déjà en cours entre les deux parties pour un développement économique inclusif, une croissance soutenue et durable au profit de l'emploi. L'Afrique de l'Ouest est devenue en l'espace de quelques mois une zone d'insécurité où prolifèrent des groupes mafieux. Une vaste opération policière justement menée par Interpol a permis d'interpeller une centaine de personnes à travers la région. Le point de Bernard Quinvy. La cybercriminalité en Afrique de l'Ouest est souvent associée aux simples anarques sur Internet. Pourtant, la diversification des actes criminels et leur sophistication révèlent une montée en puissance de nouvelles organisations criminelles plus complexes dans un écosystème en pleine expansion. Face au danger, une opération d'Interpol contre le crime organisé basée en Afrique de l'Ouest, spécialisée dans les anarques sur Internet, a permis la saisie de 2 millions d'euros et l'arrestation d'une centaine de personnes dans divers pays. En effet, l'opération menée par 21 pays, notamment la France, l'Allemagne, la Côte d'Ivoire, l'Argentine, le Nigeria, entre autres, et qui a lieu du 15 au 19 mai 2023, a permis d'identifier de plus de 1100 suspects et 103 interpellations. Aussi, plus de 200 comptes en banque ont été bloqués. Les personnes visées ont été les groupes mafieux et les gangs ouest-africains comme Black Axe, la tentaculaire organisation mafieuse spécialisée notamment dans les anarques via des courriels, à l'héritage, les fraudes à la carte de crédit et le blanchiment d'argent. Créée le 28 mai 1975 avec la signature du traité de Lagos, la CEDEAO a initialement pour but principal de promouvoir le développement économique au sein de ses États membres. Constat fait par plusieurs observateurs, l'organisation semble aujourd'hui de plus en plus occuper un rôle politique dans la sous-région. Les explications d'Harold Messan-Addo. Fondée initialement pour promouvoir le développement économique de ses membres, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, semble peu à peu s'écarter de cette voie et devenir une force politique. Tout d'abord, l'on peut noter que l'un des principes économiques au fondement même de l'organisation est toujours en suspens. En effet, alors que le traité de Lagos, signé en 1975, visait à dépasser les innombrables clivages économiques, politiques, monétaires et linguistiques pour déboucher sur une intensification de la coopération et des échanges. L'ECO, projet ambitieux de l'organisation pour établir une monnaie unique en 2020, est au point mort. L'organisation s'implique désormais directement dans les différentes politiques des États membres. Pour preuve, face au coup d'État au Niger, l'organisation a multiplié les sanctions envers le pays et l'a menacé d'une intervention militaire. Pour rappel, la CEDEAO a joué un rôle politique de premier plan
lors des guerres civiles au Libéria et en Sierra Leone, en mettant sur pied en 1990 les COMOG, Force Ouest-Africaine de Paix, une force de plusieurs milliers d'hommes qui a réussi à ramener la paix au Libéria en 1977. Elle est également intervenue en Guinée-Bissau lors de la rébellion armée de 1998-99 et après le coup d'État de 2012, en Côte d'Ivoire en 2003 après le déclenchement d'une rébellion, au Mali en 2013 pour aider Bamako à reprendre le contrôle du Nord, tombé aux mains des djihadistes, ou encore en Gambie en 2017, quand le président sortant Yahya Jammeh, battu aux élections, refusait de quitter le pouvoir. Puis nous passons à l'étranger avec cette actualité au Niger alors que toutes les parties sondent voies et moyens pour une résolution pacifique de la crise au Niger. Contrairement à une intervention militaire initialement prévue par la CEDEAO, l'Union européenne, quant à elle, penche beaucoup plus pour un recours à la médiation. Les explications dans ce reportage. L'Union européenne estime qu'il y a encore de la place pour des efforts de médiation au Niger, 2 semaines après le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum. La CEDEAO étant le principal acteur dans la région, l'UE a dit soutenir toutes les décisions qui seront prises à l'issue du sommet de l'organisation ouest-africaine qui aura lieu jeudi à Abuja, la capitale du Nigeria. À ce stade, l'Union européenne reste convaincue qu'il existe une marge de manœuvre pour des efforts de médiation. Nous n'irons donc pas au-delà. Il est très important de garder à l'esprit qu'il y a un sommet extraordinaire de la CEDEAO à venir. La CEDEAO est le principal acteur régional dans cette affaire. L'Union européenne a déclaré qu'elle soutenait fermement les décisions, les actions et les efforts de cette organisation visant à trouver une solution. Lors de la conférence de presse qui s'est tenue mardi à Bruxelles, le porte-parole de la Commission européenne a réaffirmé la suspension de toute coopération avec le Niger. Toutes les activités sont actuellement suspendues, qu'il s'agisse de l'assistance financière ou de la coopération en matière de sécurité. Nous ne travaillons pas avec les autorités illégitimes du Niger. Le prochain sommet des dirigeants ouest-africains devrait mettre un terme à l'incertitude qui règne dans la région quant à savoir si la CEDEAO mettra à exécution sa menace d'intervention militaire au Niger. Au Kenya, gouvernement et partis politiques de l'opposition ont retrouvé le chemin des négociations ce mercredi. Des discussions ont eu lieu aujourd'hui, ceci dans le but de trouver des compromis destinés à mettre fin à la série de manifestations meurtrières devenues routine dans le pays depuis quelques mois déjà. Le point. Le gouvernement kényan et l'opposition ont lancé mercredi des discussions dans l'espoir de mettre fin à des manifestations meurtrières contre la hausse du coût de la vie. Un an jour pour jour après l'élection présidentielle qui a vu le président William Ruto l'emporter devant le vétéran de l'opposition Raila Odinga, les camps des deux rivaux sont revenus à la table des négociations. Le dialogue, la paix, la stabilité et la prospérité au nom desquels nous sommes réunis ici ne sont en aucun cas des problèmes de parti, ce sont des préoccupations kenyanes, ce sont nos aspirations en tant que peuple du Kenya. Nous ne négocierons pas, et c'est important pour nous, une quelconque forme de partage du pouvoir avec l'alliance Kenya-Kwanza et nous ne ferons pas passer nos intérêts personnels avant ceux de notre peuple. Un an après son élection, William Ruto fait face à un mécontentement croissant, accusé de renier ses promesses de campagne en faveur des plus défavorisés. Après avoir supprimé des subventions sur les carburants et les produits alimentaires, il a promulgué fin juin une loi de finances qui augmente certaines taxes. Nous venons ici avec bonne foi, en mettant en avant les intérêts du peuple kényan. Nous venons ici déterminés à chercher des solutions durables pour notre grand pays, le Kenya. Les deux camps ont d'ores et déjà exclu toute possibilité d'un partage du pouvoir pour sortir de la crise. Raila Odinga s'est dit prêt ce week-end à redescendre dans la rue si les demandes de l'opposition n'étaient pas satisfaites. Restons dans le registre politique, mais cette fois-ci allons au Zimbabwe, alors que le pays se prépare à passer aux urnes dans 2 semaines pour l'élection d'un nouveau président. L'opposition politique a annoncé être déterminée face aux multiples tactiques sales employées par le parti au pouvoir pour étouffer les partis politiques de l'opposition. Le compte rendu de leur manifestation, le voici.
Au Zimbabwe, Nelson Chamisa, leader de l'opposition, a présenté mardi soir son programme électoral dans un manifeste d'une centaine de pages. Son parti, la Coalition citoyenne pour le changement, le CCC, a pour objectif de mettre fin au règne ininterrompu de 43 ans du parti au pouvoir, le ZANU-PF. Le CCC a pour ambition de libérer tous les prisonniers politiques, promet des salaires décents aux Zimbabwéens, une éducation et des soins de santé gratuits et universels. Notre nation a connu un passé troublé et nous avons traversé de nombreuses épreuves. Mais notre nation ne doit pas regarder en arrière. Elle doit regarder devant elle. Et je vois en la personne de Nelson Chamisa un visionnaire. Le parti souhaite également abolir le dollar zimbabwéen afin de stabiliser l'économie et de s'attaquer à la corruption en introduisant une nouvelle législation stricte et en mettant un terme aux flux financiers illicites. Bâtissons ensemble les bases de la civilisation, reconstruisons nos industries. Bulawayo était surnommée la ville des fumées, une ville qui fumait par la présence de toutes ses usines. Les usines de la NRZ représentaient une sorte de plaque tournante pour toute la région. L'opposition zimbabwéenne fait face à de nombreux défis à 2 semaines des élections présidentielles et législatives du 23 août. S'engageant à reconstruire le pays, Chamisa promet à ses électeurs un Zimbabwe moderne et réconcilié. Depuis quelques semaines déjà, le désert est le théâtre d'une scène inhabituelle et particulièrement émouvante. Des migrants arrêtés en Tunisie, ensuite relâchés dans le désert, peinent à survivre sans eau ni nourriture. La majorité d'entre eux finissent par s'écrouler et parfois ne se relèvent plus jamais. Sous 50 degrés, en plein désert. Ce migrant vient de s'effondrer après des jours de marche. Derrière lui, des dizaines d'autres se traînent à bout de force jusqu'aux gardes-frontières libyens. Tous racontent avoir été arrêtés par les autorités tunisiennes avant d'être abandonnés à la frontière libyenne. Ils ont cassé mon téléphone, puis m'ont emmené dans le désert du Sahara. J'ai marché pendant au moins 2 jours sans eau ni nourriture. Depuis le début de l'été, au moins 24 migrants ont perdu la vie dans ce désert. Fin juillet, cette mère et sa fille de 6 ans ont été retrouvés inanimés au milieu de nulle part. Là, c'était l'endroit dans lequel nous habitons. Ce jour-là, Pato, son mari, est le seul à avoir survécu à la fournaise. J'aurais préféré mourir avec elle, en fait. J'aurais préféré peut-être qu'on découvre 3 cadavres dans le désert. Parce que là, c'est ce que je suis mort. Comme beaucoup d'autres à la frontière, Pato a été arrêté à Sfax, 200 km au nord, principal point de passage des clandestins vers les côtes européennes. C'est dans cette ville, début juillet, que des tensions ont éclaté avec les habitants. Dans les semaines suivantes, plus de 1300 arrestations de migrants ont eu lieu. Ils ne savaient pas lesquels étaient clandestins, lesquels ne l'étaient pas. Certains parmi eux étaient des étudiants, d'autres des demandeurs d'asile. Il y avait même le cas d'un militaire guinéen qui était là pour se faire soigner, qui n'avait rien à voir avec tout ça. Il s'est fait rafler lui aussi. Donc en fait, c'est une politique foncièrement et intrinsèquement raciste. Des accusations lourdes, démenties par les autorités tunisiennes. Mais en signe de protestation, les frères Big Flo et Oli ont annulé leur concert en Tunisie cette semaine. On en a beaucoup parlé entre frères. Nous ne voulons pas faire le choix à Carthage en ayant connaissance de la situation actuelle. Le rappeur Gims, qui devait se produire vendredi prochain à Djerba, a lui aussi décidé de boycotter la Tunisie. Quittons le continent africain pour d'autres horizons. Des incendies font rage depuis 5 jours déjà dans le sud-ouest du Portugal. Des milliers de sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour contenir les flammes, mais cela semble en vain. 10 000 hectares de forêt sont déjà partis en fumée selon les dernières informations. Avec la canicule, le combat est d'autant plus ardu. Dans le sud-ouest du Portugal, à quelques kilomètres de la côte atlantique, plusieurs centaines de pompiers livrent bataille contre les flammes. Les incendies ont noirci la terre sur plusieurs milliers d'hectares. En pleine saison touristique, quelques 1400 personnes ont dû être évacuées préventivement. 4 jours maintenant que cela dure. Plus au nord, à 200 km de Lisbonne, c'est l'écœurement et la colère. Ça a pris tellement de temps avant que quelqu'un vienne nous aider. Il n'y avait aucun pompier. Ce sont les hélicoptères et les avions qui sont intervenus. Sans eux, on mourrait tous ici. Tous. Regardez tout ce qui a brûlé. Lui a vu sa pinette partir en fumée. Les voisins ont également été frappés.
J'ai de moins en moins d'eau. Il ne pleut pas depuis je ne sais combien de mois déjà. C'est vraiment difficile. C'est vrai aussi que l'épinette pourrait être davantage nettoyée. Mais ici, le prix de la main-d'œuvre est trop cher pour les gens. Ils n'ont pas les moyens, alors ils ne font rien. Dans le centre du Portugal, cet habitant se remet à peine de ses émotions. Le feu a démarré à 5 ou 6 kilomètres d'ici. Il est passé près de chez nous. C'était effrayant. La vitesse de propagation avec le vent. Un miracle que les maisons aient été épargnées. De l'autre côté de la frontière, en Espagne, dans l'Estrémadure, la situation n'est pas meilleure. 44 degrés mercredi, c'est la 3e canicule de l'été. La péninsule ibérique est en première ligne face au réchauffement climatique en Europe. Selon un bilan tout provisoire, près de 100 000 hectares sont partis en fumée en 2023 dans les 2 pays que sont le Portugal et l'Espagne. Et on en parlait dans les titres, le verdict est tombé pour Dairo Antonio Usuca, le narcotrafiquant le plus recherché de Colombie, plus connu sous le nom d'Otoniel. Arrêté en 2021, il a été condamné ce mardi à 45 ans de prison par un tribunal fédéral américain à New York. Le point. C'était le criminel le plus recherché de toute la Colombie. Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, un baron de la drogue, à la tête du clan del Golfo, le plus puissant gang narcotrafiquant du pays. Ce 23 octobre 2021, les images de sa capture avaient fait le tour du monde. À 51 ans, il avait ensuite été extradé aux États-Unis pour être jugé. La sentence par un tribunal fédéral de New York vient de tomber, 45 ans de prison. Mais en Colombie, cette décision ne fait pas l'unanimité, notamment parmi les victimes de son trafic. Les États-Unis l'ont détenu pour le trafic de drogue et pour d'autres raisons, mais pas pour nos victimes, les morts, les larmes que nous avons versées. Il doit être condamné là où il a commis ses crimes. Si Otoniel est un Colombien ordinaire, comme je le suis, quel que soit le crime qu'il a commis, il doit être condamné devant les autorités colombiennes et non devant une autorité étrangère. Otoniel avait plaidé coupable en janvier 2023 de trafic international de cocaïne. Il avait reconnu avoir fait entrer plus de 96 tonnes de cocaïne aux États-Unis via l'Amérique centrale et le Mexique. Au moment de l'extradition, le président de l'époque, Iván Duque, avait pourtant promis que le baron de la drogue serait ensuite rapatrié et condamné en Colombie. Mais vu la durée de la peine décidée par le tribunal new-yorkais, cela paraît peu probable. La défense du narcotrafiquant dispose maintenant de 14 jours pour faire appel ou non du verdict. C'est sur cette actualité que prend fin cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous de rester fidèles. Prenez soin de vous et surtout, bonne suite de soirée.